Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal à la une ce soir. Un cri d'alarme face aux atrocités. Le ministre des Droits humains dénonce l'occupation illégale d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et l'impunité à l'est de la RDC. Chantal Mwavita exige l'ouverture d'une enquête internationale pour que les coupables répondent de leurs crimes. Joseph Kabila est un homme du passé et n'a rien à proposer dans le contexte actuel de la crise que traverse la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que s'est exprimé le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De son côté, Augustin Kabouya accuse l'ancien président de soutenir les rebelles du M23. Des réactions qui se font suite à la dernière sortie médiatique du président Kabila. Enfin, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kalemi a causé plusieurs dégâts matériels et des milliers de personnes sans abri ce lundi. Les sinistrés ont reçu une assistance du gouvernement central. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, le ministre des Droits humains dénonce les méthodes utilisées par le Rwanda, notamment l'expulsion des civils présentés comme des ressortissants rwandais en situation illégale. Chantal Mwavita dénonce également l'occupation illégale d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Un reportage d'Oscar Mbalkaïch. Occupation illégale d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La ministre des Droits humains dénonce les méthodes utilisées par l'agresseur, notamment la déportation des paisibles citoyens vers le Rwanda. Depuis le 17 mai 2025, à Goma, comme dans d'autres zones occupées, des procédures de tri et d'identification des civils sont menées de manière arbitraire, sans fondement légal ni supervision institutionnelle. Des quartiers entiers sont ciblés, raclés systématiquement par les rebelles. Tout civil ne disposant pas de carte d'électeur ou de documents d'identité est assimilé soit à un combattant FDLR, soit à un réfugié rwandais sans prévenir droit de défense. Ensuite, embarqué de force et transféré au Rwanda en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. La ministre des Droits humains exige par ailleurs l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour établir les faits et les responsabilités. Ces personnes déplacées fouillaient depuis 2023 les combats dans les environs de Karenga et s'étaient réfugiées dans la cité de Sake, notamment dans l'école de Kimonka et autour des bureaux du groupement de Kamoronza. À cet égard, je salue les clarifications apportées par le ministre de l'Intérieur, rappelant que tout rapatriement doit être volontaire, sécurisé, digne et documenté dans le strict cadre de l'accord tripartite de 2010 entre la RDC, le HCR et le Rwanda. Je dénonce la déportation en cours comme état illégal et contraire au droit international. Pour Chantal Mwavita, même en contexte de guerre, les partis en conflit ont l'obligation de protéger les civils. Dans un contexte de crise persistante dans l'est de la RDC, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a entamé à Kinshasa une mission de bon office qui se poursuivra jusqu'à Kigali. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé à sortir de la logique de conflit pour soutenir le développement en République démocratique du Congo. Anim Balaka et Patrick Badibanga pour ce reportage. Dans une ambiance solennelle, le Palais du Peuple a servi de cadre ce lundi 26 mai 2025 au lancement officiel de la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en République démocratique du Congo. Accueillie avec les honneurs dus à son rang, la délégation de l'APF a été reçue par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et du président du Sénat Samalou Kondé, entouré de plusieurs membres des bureaux du Parlement congolais, des députés nationaux et sénateurs. Dans son allocution d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a lancé un appel fort, un message clair adressé à tous les acteurs régionaux dans un contexte où la guerre sévit depuis 3 décennies dans l'est de la RDC. Pourquoi nous devrions nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive?
Nos populations ont trop souffert et le sang a trop coulé sur nos terres, pourtant si riches, si belles et si hospitalières. Des millions de morts en 3 décennies, c'est trop. C'est inadmissible et ça doit s'arrêter. Durant son séjour de 2 jours à Kinshasa, la délégation de l'APF prévoit une série de consultations avec les institutions de la République, la société civile, l'opposition, les confessions religieuses, la MONUSCO ainsi que certains membres du gouvernement. Objectif, écouter toutes les parties et faciliter un rapprochement des points de vue. La mission poursuivra ensuite sa route vers Kigali pour la seconde étape. L'ultime ambition demeure la même, encourager à travers le dialogue la construction d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et à la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukondi, président du Sénat, a eu des échanges avec une délégation composée de 9 parlementaires indiens. Ces parlementaires sont venus solliciter l'appui de la RDC dans la lutte contre le terrorisme. Un reportage de Janine Kalinga et Julien Piana. À la recherche des solutions pour éradiquer le terrorisme dans le monde, des parlementaires indiens ont échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukondi Kenge, ce lundi 26 mai 2025. À l'issue des échanges, Shrikant Eknath Shinde, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, s'est exprimé. Today, our Indian delegation met. Le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard d'Indiens à travers le monde. Nous avons porté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. Le chef de la délégation indienne a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. C'est très important pour que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Par ailleurs, la délégation des parlementaires indiens souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas vécu seulement en Inde, il constitue une menace pour la sécurité mondiale. Thierry Mariami, député européen de la France en mission à Kinshasa, exige que les résolutions prises par la communauté internationale et l'Union européenne soient de stricte application. Il a dit au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, lors de leur rencontre cet avant-midi. Robert Ndechisensé était présent. En séjour à Kinshasa, dans le cadre des travaux de l'Assemblée parlementaire francophone, le député européen Thierry Mariani a échangé ce lundi 26 mai 2025 avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, sur les résolutions de la communauté internationale qui sont votées mais restent souvent inappliquées. Aujourd'hui, il faut très clairement que des sanctions fermes soient prises. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense qu'il faut prendre des sanctions contre le principal coupable. Monsieur Poutine a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a pris aussi des mesures très claires, par exemple contre le Premier ministre israélien. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins, il y a une étape. Aujourd'hui, il faut faire la même chose avec Monsieur Kagame. Pourquoi Monsieur Kagame, qui est responsable d'une agression, a une sorte d'impunité internationale? Les résolutions émanant soit des Nations Unies ou de l'Union européenne visent à résoudre des crises humanitaires, à instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre, s'interroge Thierry Mariani. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata Betoukoumé Soumangou, lui propose la délocalisation de la réunion des ministres de l'Organisation internationale de la francophonie prévue en novembre à Kigali. Pour André Mbata, la RDC ne participera pas à cette réunion avec un pays agresseur. Ce serait une insulte
vis-à-vis du peuple congolais. Vous condamnez le Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous condamnez le Rwanda au niveau de l'Union européenne, et d'autres pays accepteraient d'aller siéger, de dîner avec Kagame qui tue plus de 10 millions de morts à l'est de notre pays. C'est totalement inacceptable. Pendant ce temps, les Congolais de la diaspora vivant en Afrique du Sud sont descendus dans les rues de Johannesburg pour protester contre la politique de 2 poids 2 mesures. Elles exigent l'application stricte des résolutions et des sanctions contre Paul Kagame. Nous, diaspora congolaise, union sacrée de la nation Afrique du Sud et Afrique australe, refusons la proposition de la France à participer aux négociations entre le Congo et le Rwanda. Nous disons non! Nous disons non! Tout porte à croire que les lignes bougent partout dans le monde pour que les résolutions prises soient de stricte application pour le retour définitif de la paix en RDC. La lutte contre le terrorisme est efficace. Elle est menée au niveau international avec sous la coordination de tous les acteurs. C'est le point de vue de l'Inde, dont une délégation séjourne ici à Kinshasa. Elle a été reçue par la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Idichala. La République démocratique du Congo et l'Inde ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale à l'occasion d'une rencontre de haut niveau qui a eu lieu lundi à Kinshasa. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, avec une délégation officielle des parlementaires indiens conduite par Dr Shrikant Eknath Shinde, envoyé spécial du Premier ministre de l'Inde. Cette visite s'inscrit dans une visite de rapprochement diplomatique entre les deux pays, avec au cœur des discussions la lutte contre le terrorisme international. La délégation indienne est venue porter un message fort, celui de la paix, de la tolérance zéro face au terrorisme et de la nécessité d'une mobilisation collective au sein des instances internationales. So I think DRC also understands the pain of India. La RDC est mieux placée pour comprendre la douleur que l'Inde est en train de subir, vu que la RDC fait face au même cas à la partie orientale avec la rébellion de M23. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler un peu du terrorisme en RDC, vu que la RDC est prête à comprendre la souffrance que le pays subit sur le plan du terrorisme. Le terrorisme dont on fait face ici n'est pas seulement pour l'Inde, mais c'est le monde entier. Je pense que le monde entier est prêt à se mettre ensemble pour combattre un commun accord le terrorisme. Que nous sommes ici pour mobiliser le monde entier du terrorisme que l'Inde est en train de souffrir. Il s'agit de mobiliser le monde entier pour leur parler du terrorisme que l'on est en train de subir. Et aujourd'hui, on est la grande puissance et nous sommes prêts à combattre le terrorisme. Au-delà des enjeux sécuritaires, les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération élargie, notamment dans les secteurs du commerce, des investissements et d'autres domaines d'intérêt commun, illustrant la volonté des deux États de bâtir un partenariat stratégique durable. Sachez également que le Premier ministre poursuit son séjour de travail dans l'espace Grand Kasaï pour la journée de ce lundi. Judith Souminois est arrivée dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où elle a été accueillie par les autorités provinciales. Chimène Dondo, Pampaoumba. Il est 16h40 lorsque l'avion transportant la première ministre Judith Suminwa Tuluka atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. C'est une visite très attendue pour sa première descente dans cette partie du pays. Depuis sa domination, la chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par le gouverneur Crispin Mukendi, les autorités locales et des centaines d'habitants venus l'écouter. La volonté qu'elle a témoignée de venir elle-même après le passage du chef de l'État témoigne combien est important les soucis qu'il anime le gouvernement au travers la Première ministre. Le Kasaï attend beaucoup. La chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, affiche une volonté claire, celle de rapprocher l'action gouvernementale de réalité du terrain.
Je l'ai dit tantôt, répondant à des questions des journalistes lors d'une émission, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a relevé les contradictions qui ressortent des différentes sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila. Pour le porte-parole du gouvernement, le président Kabila appartient désormais au passé et n'a rien à apporter face à cette crise actuelle que traverse la République démocratique du Congo. On l'écoute. Écoutez, hier vendredi, nous on était plutôt pris à notre rendez-vous hebdomadaire du Conseil de ministres où nous discutions des problèmes qui concernent les Congolais et de comment on y répond. Et il y a un des sujets qui est revenu notamment du niveau du ministère de l'Éducation où aujourd'hui nous sommes préoccupés à nous assurer que les enfants qui sont dans les territoires sous occupation puissent participer aux épreuves des examens d'État. Et donc nous nous sommes assurés que les frais qui doivent être payés par le parent puissent être couverts parce que nous sommes plutôt préoccupés par des questions de ce type-là. Et donc il n'y a pas, personnellement, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupés à ce qui à nos yeux est plus important. Mais parce que après on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré par exemple qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Et de son côté, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, accuse l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de soutenir la rébellion du M23 et recuse sa nationalité. Une déclaration faite après la sortie médiatique du président Kabila. Alain Bikaï pour ce reportage. C'est au siège emblématique de ce parti historique, placardé des photos et des images chargées du passé répressif et barbare de Joseph Kabila au pouvoir, qu'Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS, s'est dressé en rempart contre les allégations de l'ancien président devenu chef rebelle. Pour les chefs d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila ont été caractérisés par les violations flagrantes des droits humains, des tueries, des scandales financiers et du tribalisme. Les leaders de l'IDPS décrivent au cas par cas, chiffres à l'appui, les dérives financières du régime Kabila, notamment les fonds alloués à l'achat d'armes, la démobilisation des éléments du M23, la réforme de la PNC et c'est alloué aux infrastructures de base sans être exhaustif. Selon les rapports des cours des comptes, plus de 55 projets financés par le Trésor public dans une période allant de 2015 à 2018 n'ont jamais connu, ne fût-ce qu'un début des travaux. Concernant les tueries et les violations des droits humains par Joseph Kabila, Augustin Kabouya accuse Joseph Kabila d'être géniteur du M23 AFC et il évoque les cas des adeptes de BDK, des Mukonkobila, des fosses commis de Maluku, sans oublier Arma Tungulu, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et tant d'autres. Tout ceci baignant dans une impunité entretenue par lui et la presse réduite au silence sous l'effet des canons. Comment comprendre que quelqu'un qui n'ait pas participé au coup d'État contre Laurent Désiré Kabila en soit l'heureux bénéficiaire, s'interroge Augustin Kabouya.
Selon le secrétaire général, en ces jours, aucune institution de la République n'est dirigée par un originaire de la province du chef de l'État, comme c'était le cas du temps de Joseph Kabila. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Joseph Kabila aurait dû se taire au lieu de venir cracher sur les mémoires des Congolais victimes de sa gestion calamiteuse. La télé régionale d'information et d'appropriation du mécanisme de l'initiative tropicale s'est clôturée à l'hôtel du fleuve Congo. L'objectif est de protéger les forêts tropicales pour un développement durable à l'échelle régionale. Un reportage de Chimène Dondo et Junior Luyeye. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux menés par les experts de divers pays du bassin du Congo, un communiqué conjoint du ministère en charge de l'environnement, des eaux et forêts a sanctionné la clôture de cet atelier. Ces documents lus par Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo-Brazzaville, réaffirme l'engagement commun de pays du bassin du Congo en faveur de la protection de forêts tropicales, de la préservation de la biodiversité et de la promotion d'un développement durable à l'échelle régionale ou nationale. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, F. Bazaïba Massoudi, hôte de l'événement, a rappelé que bien que n'ayant pas contribué à la crise climatique, le pays du bassin du Congo en subissent de plein fouet les effets. Face à cette réalité, ils ont fait le choix de la responsabilité en maintenant de taux de déforestation faibles, tout en promouvant la conservation et la restauration des forêts dégradées. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique avaient déjà levé l'option de quantifier, de valoriser toutes nos ressources naturelles dans le cadre du PIB. Il est désormais hors de question d'appeler les pays du bassin du Congo comme étant les pays pauvres, car nous regorgeons de la richesse qui sauve l'humanité. Avant de clore ses assises, la ministre F. Bazaïba Massoudi a remis de présents à ses hôtes étrangers, ainsi pour lier l'utile à l'agréable dans un geste d'hospitalité et de fraternité entre nations engagées pour l'avenir de forêts tropicales. Début ce lundi à Kinshasa du séminaire de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs. Ces dernières sont regroupées au sein de l'association Women Business RDC sur l'importation et l'exportation dans la zone libre-échange continentale. Ces travaux de 5 jours visent à donner des solutions aux problèmes que rencontrent ces femmes entrepreneurs d'Afrique. Eric Kabamba. Avec deux regards tout attentionnés, ces femmes entrepreneurs, regroupées au sein de l'association Women Business RDC, veulent de nouvelles connaissances afin d'inverser la donne dans les commerces transfrontaliers au niveau de la ZLECAf, qui constitue un grand marché commun pour accroître les échanges intra-africains avec une union douanière. Au cours de cette formation, ces femmes entrepreneurs seront outillées sur la réglementation des exportations sur le marché ZLECAf et comment y tirer profit. Cette formation vise aussi à doter ses participantes de tous les mécanismes nécessaires pour lutter efficacement contre les obstacles auxquels elles se heurtent, dont l'accès limité des financements, les tracasseries et les manques de formation. Donnant les goûts de cette formation qui va durer 5 jours, ces représentants du secrétaire général au commerce extérieur a déclaré que la ZLECAf constitue une opportunité stratégique pour les femmes entrepreneurs congolaises, car les commerces informels transfrontaliers est en grande partie entre les mains des femmes en Afrique. La ZLECAf représente une opportunité inédite pour nos entreprises et nos opérateurs économiques de conquérir de nouveaux marchés. Avec ces nouvelles connaissances acquises, ces femmes entrepreneurs seront bien préparées à exporter leurs produits au sein de cette sous-région, a fait entendre Betty Moulanga, présidente de Women Business Association RDC. À l'issue de la formation, nous voulons assez que les femmes soient préparées correctement dans l'exportation. Après Kinshasa, signalons que cette formation va aussi s'étendre dans d'autres provinces.
Je l'ai dit au sommaire, les sinistrés des derniers pluies diluviennes hébergés dans différents camps à travers la ville de Kalemi ont reçu l'assistance du gouvernement central. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a fait le déplacement pour reconforter ses victimes. Edith Chala était dans la suite. Poursuivant son itinérance humanitaire dans le Tanganyika, précisément à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est rendue au site de Kichanga. Ce site accueille plus de 6000 familles victimes de débordements de la rivière Loubouye et elles vont recevoir des vivres et non-vivres composés de sacs de farine, bidons d'huile, de tôle, ciment et de savon sans être exhaustifs. Pour ces bénéficiaires, c'est l'occasion de remercier les autorités de la République pour les gestes posés et profiter en même temps pour poser d'autres problèmes. Rejoint par le gouverneur Christian Kitungwa, au village Kayengele, Nathalie Aziza Mounana a posé un autre geste de distribution de vivres et non-vivres aux sinistrés des dégâts causés par les pluies dus au débordement de la rivière Rugumba. Au site de l'école de la police Kichanga, cinquantenaire, plusieurs familles réunies pour recevoir l'assistance humanitaire du gouvernement souminois ont exprimé leur joie à l'arrivée de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Discuter sur les projets générateurs qui doivent être menés pour cette période de réinsertion et de démobilisation des terres en Ituri. La question était au centre des échanges entre la délégation conjointe du PDDRCS et de la chef de la MONUSCO de l'Ituri, Peggy Mukunda, notre envoyé spécial. Aussitôt arrivé à Bunia, direction quartier général de la MONUSCO pour la délégation conjointe composée du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, du coordonnateur principal de la section DDR MONUSCO, Ibrahim Khaled, et du conseiller principal de la primature, Jean-Djour Moulande. La délégation était l'hôte du chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, Josiah Obadi. Une grande joie a été manifestée pour cet événement fondamental devenu réalité, marquant une étape clé dans la mise en œuvre du processus de réinsertion des démobilisés de l'Ituri. Ce fut l'occasion pour la délégation conjointe d'échanger sur plusieurs activités génératrices de revenus qui seront mises en place au profit des démobilisés, tout en assurant une coordination harmonieuse pour la réussite du processus. Nous apportons une réponse concrète à ces projets pilotes de démobilisés et je suis très impatient de les démarrer, a souligné Jean Dédié Désiré Ntangatita. Le patron du PDDRCS a tenu à renouveler ses remerciements pour les soutiens de la MONUSCO, particulièrement pour leur appui financier à cette étape pragmatique cruciale du programme. L'Institut de hautes écoles du commerce de Lubumbashi a procédé à la collation des grades académiques au lauréat du master complémentaire sur 220 inscrits pour cette première édition. 213 ont reçu leur diplôme, un pari gagné pour le comité de gestion. Reportage. Au total, 213 lauréats, parmi lesquels 26 femmes, formées par près de 50 professeurs d'ici et d'ailleurs, ont reçu ce 23 mai leur diplôme des masters. Ils sont désormais éligibles au doctorat. Un défi relevé grâce au leadership du comité de gestion que dirige le professeur ordinaire Arma Kabange Kitenge, DG de l'IEC Lubumbashi. Ces derniers ont rendu des hommages mérités aux autorités du pays, en commençant par les chefs de l'État. Avec ce programme, l'objectif de mon comité de gestion est de doter l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi d'un personnel académique d'ici 4 ans d'environ 50 professeurs à thèse. Préparer la relève et rendre compétitif son personnel scientifique, ces comités de gestion restent respectueux des directives de son ministère des tutelles. De quoi recevoir les encouragements du DIRCABA de la ministre de l'ESU, du vice-président du CAISTAT et les éloges des apprenants. Les lauréats sont proclamés master en banque et assurance, banque et microfinance, comptabilité, contrôle et audit, douane et assises, entrepreneuriat, gestion et évaluation des projets, fiscalité, gestion des ressources humaines, marketing, intelligence des affaires, ainsi qu'en administration et réseau. Ils ont cru à ces programmes du 3e cycle et doivent persévérer
La vision lancée pour accroître le nombre de professeurs propres à l'IEC Lubumbashi. Le FONAREV vient de lancer un concours de conception architecturale et artistique pour la création d'espaces mémorials en hommage des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés. Ce concours est destiné aux étudiants congolais en art, architecture et art graphique. Naïcha Kiala et Eric Kabamba. Honorer la mémoire collective et renforcer l'appropriation du Génocauste pour fédérer l'opinion nationale et internationale autour de celle-ci, c'est l'objectif de ces concours architectural lancés ces jours par la directrice générale adjointe du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles, FONAREV, Emmanuela Zondi. Le concours des conceptions architecturales et artistiques mémorielles en hommage aux victimes est destiné aux étudiants en art, en architecture, art graphique et appliqué. Pour cette première édition, 6 sites sont choisis et chaque conception doit être liée à l'histoire du site. FONAREV vient de lancer le tout premier concours d'architecture dans 6 sites différents, notamment au sud Kivu, au Kasaï central, au Congo central. Et ces concours sont vraiment destinés à ce que les étudiants puissent se proposer des concepts pour nous permettre de pouvoir les utiliser et construire les mémoriaux à ces endroits. Les candidats peuvent déjà déposer leur dossier en ligne et la clôture de la réception des candidatures est prévue pour le 4 juin prochain. Il y a un jury qui sera mis en place, composé de professionnels, d'experts, que ce soit des professeurs. Il y aura le FONAREV qui fait partie du jury pour s'assurer justement de l'impartialité du choix ou des sélections de gagnants. Pour assurer la transparence du concours, les candidats peuvent suivre l'évolution des résultats en ligne en attendant la publication finale prévue le 27 juin prochain. Ces concours permettra d'ériger des espaces de mémoire longtemps réclamés par les victimes. Abstraire, un nouvel ouvrage qui vient garnir les rayons des bibliothèques de la RDC, ouvrage écrit par le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Calamou, qui met en exergue le parcours de ce passionné des arts. Cédric Kenina pour ce reportage. Cet ouvrage de 224 pages, publié aux éditions Wellrich, a été porté sur les fonds baptismaux par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, président de l'Académie des sciences de la RDC. On vous présente sous forme d'écrit parce que nous voulons que ce soit une longue vie et que tu puisses traverser les océans pour porter très haut l'image de notre pays qui est vraiment les berceaux de l'art partout dans le monde. Abstraire met en évidence les talents et les parcours de celui qui s'est toujours considéré comme un artiste d'origine africaine qui transgresse les limites de l'inspiration, évolue dans la transversalité et pense l'idéal. Celui qui s'est aussi défait très tôt du conformisme entre démocratisation de l'espace et pratique picturale. Abstraire, œuvre scientifique d'Henri Kalama Akoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, suscite un grand intérêt. Entre esthétique et éthique, Henri Kalama Akoulez publie un ouvrage dont les fragments d'expérience que nous vivons y constituent un élément. Le livre connaît des contributions riches d'auteurs et critiques d'art des renoms tels que Simon Djami, Martin Fortuné Mukenji, Hans De Wolf, Aimé Mpané, Lambert Kabatachi et Chantal Tombo. Enfin, Sandra Nyangui, journaliste et présentatrice de la RTNC, a été primée dans la catégorie meilleure présentatrice de journal télévisé lors de la remise des trophées de la méritocratie culturelle Award DRC. Cet événement culturel organisé par Kamenga à Africana Palace a récompensé plusieurs professionnels qui se sont distingués dans leur domaine. Diane Balaka et Gila Nkassou pour ce reportage. Une
trentaine de prix remis ce jour aux lauréats qui se sont distingués au cours de l'année 2024 dans l'exercice de leur métier. Culture Award, DRC World Trophée de la méritocratie, cette initiative de Kimenga vise à encourager le meilleur dans chaque domaine. Pour cette 9e édition, les candidats de 3 pays africains, dont la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, étaient sur la ligne des courses. Le prix de la découverte musicale a été arraché par l'abbé rappeur de la RDC. L'émission de Nodi, premier de l'Angola, elle vient de rafler le prix de la meilleure émission. La star du journal télévisé de 20h de la RTNC, Sandra Nyangui, a été désignée comme meilleure présentatrice du journal télévisé, un prix qu'elle dédie à toute la rédaction française. Je tiens à remercier la directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Eleyebo. C'est un immense honneur en même temps à la RTNC qui a choisi de nous mettre à l'horaire comme présentatrice star de 20h. C'est une reconnaissance en fait du travail que nous faisons. Nous savons que le travail du journalisme est un travail de toute une équipe en allant par le recueillement ou collecte des informations, le traitement jusqu'à la diffusion, et nous sommes là maintenant pour assumer la diffusion. Nous devons toujours garder la tête comme nous sommes l'église au milieu du village. Nous devons garder cette place et nous devons rafler de temps en temps des prix comme ça pour marquer d'une pierre blanche notre présence dans la scène médiatique. Le prix de la culture a été remis au professeur Chamala de l'Académie des Beaux-Arts. Hasard du calendrier, la remise de ces prix a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de l'Afrique. Toutes nos félicitations à Sandra Nyangui. Et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal. Le commissariat général de la police nationale congolaise invite tous les candidats policiers ayant satisfait au concours de recrutement au sein de la police nationale au mois de juin 2024 à se présenter au stade Tata Raphaël de la Kétule le mercredi 28 mai 2025 à partir de 7h30 précise pour les formalités les concernant. C'est un communiqué signé par le directeur chef service d'information et de la communication de la police nationale congolaise. Et puis cet autre communiqué, le cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire informe l'opinion publique que sur les réseaux sociaux circulent des informations erronées attribuées impunément à l'auditeur général, lesquelles font le buzz sur plusieurs forums au sujet des activités parlementaires du Sénat de notre pays. Le cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire tient à démentir ces faux propos et à préciser qu'étant soumis à l'obligation de réserve, l'auditeur général n'a tenu aucun point de presse ni accordé une interview à quelconque journaliste, ne s'est confié encore moins à un organe de presse pour se faire la photo et le grade militaire qui apparaît sur le pseudo post internet datant devant la prise des fonctions de monsieur l'auditeur général. En conséquence, son cabinet met en garde les auteurs de ces fameux posts internet tout en prévenant qu'ils n'hésiteraient pas à les traduire en justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi au cas où ils seraient démasqués. Voilà tout pour ce journal. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir, 23h. Robert Ndeye revient sur ce plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.